Je t'en prie, cher Philippe, assieds-toi. Comment vas-tu? Bonjour Nicolas, Ça un va vrai bien plaisir de te voir et en tous les cas, t'es en pleine forme. T'as les couleurs, hein, tout va bien. J'ai tondu ma pelouse ce week-end en plein soleil. J'avoue que ça m'a donné une petite mine ravigorée. Eh ben, en tous les cas, ça rassure. Eh ben écoute, tant mieux, ça fait plaisir. Je te souhaite la bienvenue au magasin. T'es un habitué. Les internautes qui Bonjour. suivent la chaîne Clé du Son te connaissent bien également parce que t'as fait pas mal d'interventions sur notre site. Beaucoup de gens t'ont connu, ont eu la chance de faire ta connaissance via ces vidéos, Oui, justement. tout à fait. C'est pour vrai que ça fait partie des outils modernes de communication. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, tu es donc venu nous parler de différentes choses. On va parler de 4 choses aujourd'hui ensemble. On va parler des nouveautés Sugden. Il va y en avoir quelques-unes à la rentrée de septembre, notamment. On va parler des quelques nouveautés qu'il va y avoir dans un avenir un petit peu plus lointain, on va dire un peu plus moyen terme. Et ensuite, on va aborder, les amis, un autre sujet qui va sortir un petit peu du contexte produit pur et dur, c'est de l'évolution du marché. Je t'ai préparé 2 questions. 2 questions pièges. 2 questions pièges. 2 questions pièges. Ça va pas être facile pour toi. Tu vas passer sur le grill. Mal. Sur l'évolution du marché. Nous, c'est vrai qu'ici au magasin, on est sur une vision micro, c'est-à-dire qu'on voit les choses de notre magasin, mais on ne connaît pas l'ensemble du marché comme toi, puisque toi, tu as aujourd'hui une vingtaine de revendeurs Sugden à peu près en France. Oui, tout à fait, ouais. Donc ça te donne une vision, tu visites des magasins de toutes les régions, avec des gens de différentes générations, différentes approches du métier, donc ça te donne une vision globale du marché. Et j'aimerais bien avoir ton avis un petit peu sur l'évolution du marché. Et ensuite, je te poserai la question piège. Il commence un petit peu. Il est pas très à l'aise. Mais c'est pas grave. Tu vas répondre en toute franchise comme tu as l'habitude. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Oui. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous parler des nouveautés chez Sugden? Parce qu'apparemment, j'ai ouï dire qu'il allait y avoir un petit truc qui allait sortir en septembre. Est-ce que tu peux Alors, je peux le confirmer, je peux le dire. Effectivement, au mois de septembre, il va y avoir une grosse nouveauté. Ouais. Donc, un nouveau concept, Sugden. Donc, un intégré qui va se positionner, parce qu'on avait un petit gap, c'est-à-dire un espace un peu conséquent entre l'intégré bien connu, le Masterclass IA4, C'est ça. et l'A21 SE signature. Ouais. Donc, on a décidé de sortir vraiment quelque chose de nouveau. Donc, c'est un nouvel intégré, toujours en classe A, mais qui répond de plus en plus, je dirais, à certaines remarques de clients, de mélomanes, ou simplement de gens par rapport, soit par exemple à la température, même si effectivement la température n'est pas un problème technique. Mais simplement, les gens ont peur parce que ça peut être trop chaud, etc. etc. Donc, on utilise une nouvelle topologie pour éviter que justement l'apparence, c'est-à-dire le châssis, soit trop chaud. Voilà. Bon. Donc, les radiateurs vont être complètement séparés donc, de la partie châssis et donc le châssis sera à une plus basse température. Mais surtout, il y a un autre aspect où les gens, je dirais les clients, le mélomane, l'audiophile, pensent toujours comme quoi, j'ai des enceintes, le constructeur il a marqué 2 fois 130 watts, et puis on parle d'un intégré à 2 fois 30 watts, et les gens, mais c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Bon, même si effectivement c'est pas la puissance qui fait avancer les haut-parleurs, c'est le courant, donc c'est le couple, on en a déjà parlé, c'est comme une voiture. Ce qui vous donne l'accélération, c'est le couple, c'est pas la puissance. Quand vous êtes au feu rouge, les roues, elles ne tournent pas encore. Mais bon. Et donc, on a voulu apporter une solution, je dirais, à ces clients potentiels, donc à ces amoureux de la musique, et sortir un produit avec encore plus de puissance. Et en trouvant une astuce, de telle sorte que, afin de réduire l'encombrement, la chaleur, je dirais également en termes de rendement énergétique, on utilise maintenant une alimentation à découpage. Alors, ce sera un produit qui fera 2 fois 50 watts en classe A, sur 8 ohms, et 2 fois 100 watts sur 4 ohms. Ce qui est entre nous complètement suffisant pour piloter 99% des enceintes du marché dans 99% des mais pièces bien domestiques. sûr, mais les gens
je dirais, beaucoup sont un peu, pas déformés, mais pensent ou imaginent comme quoi, voilà, j'ai des enceintes 2 fois 150 watts, alors Oui. que généralement c'est la puissance maximum que l'enceinte peut encaisser. Absolument, deux choses totalement différentes. Voilà, mais ils disent, ah, il me faut au moins un ampli 2 fois 80, 2 fois 100 watts. Combien de fois j'ai entendu ça et combien de fois écrit également cela. Alors, donc on répond pleinement à ça et en trouvant, je dirais, une nouvelle méthode donc d'alimentation qui a nécessité pas mal de boulot. C'est ce qu'on appelle une alimentation découpage à très haute fréquence. D'accord. Généralement, beaucoup de produits, des produits audio par exemple, il y a les alimentations à découpage, mais on est à l'ordre des 150 kHz, 100, 200. Bon, là on est carrément au mégahertz. C'est considérable. Donc ça veut dire que techniquement, ce qu'on appelle les replis de spectre, c'est-à-dire on a le signal audio et qui peut être modulé également par des fréquences hachées d'une alimentation, on peut avoir des recoupements de spectre. Là, en tous les cas, on est complètement en dehors, donc il n'y aura pas d'interaction ou d'intermodulation sur le signal audio. D'accord. Et ce qui permet également de faire une gestion, parce qu'on a tenu compte également de l'avis de certains clients, de remarques, même si parfois ces remarques ne sont pas justifiées. Mais il faut toujours essayer d'apporter une réponse. C'est le mode économique. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que une fois, je dirais un client, un possesseur d'un appareil Sugdem, m'avait appelé pour me demander mon avis. Il avait acheté il y a 5 ans, on a 21 SE, et il le laisse allumer en permanence. Bon, pensons bien faire, hein, pensons bien faire. Bon, sincèrement, ça ne sert strictement à rien, mais donc ça veut dire que ça ne sert à rien pour la simple et unique raison, c'est qu'un intégré, la partie cœur, vraiment, en termes de traitement du signal, c'est le préampli. Et le préampli, il faut toujours qu'il soit chaud. Oui. Alors que sur un intégré Sugdem, le préampli va monter très vite en température parce qu'il profite de la montée de température de la section amplificatrice. Bon. Cependant, le laisser 24 heures sur 24 allumé pensant que ça sert à rien, c'est simplement une consommation, on va dire électrique, inutile pour moi. Tout à fait. Donc là, pour apporter une réponse, c'est s'il n'y a pas de signal audio, c'est-à-dire que voilà, la personne est partie, le CD s'est arrêté, et par la gestion de cette alimentation à découpage, on va pouvoir passer sur une alimentation faible. C'est-à-dire qu'on va passer sur 20 watts, ce qui correspond à une ampoule LED classique, etc. Donc pas grand-chose. Et jusqu'au moment où on remet un signal audio, et là, l'alimentation revient dans les conditions initiales. Tout à fait. Techniquement, le circuit d'amplification est une grosse évolution. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas la peine de vous noyer techniquement, mais c'est vraiment un nouveau circuit. Avec en plus, je dirais, une très grande bande passante et surtout un facteur d'amortissement très très élevé. Ce qui permet de s'adapter à beaucoup d'enceintes. Que ce soit des enceintes, on va dire, complexes, c'est-à-dire un gros filtre, des gros haut-parleurs, ou bien simplement des systèmes d'enceintes, par exemple certains isodynamiques, des électrostatiques, où l'impédance est très basse. Oui, où là il faut vraiment... Et là, il faut du courant, il faut un très bon asservissement, et donc on a un produit qui est universel, ce serait prétentieux, mais qui s'adapte à la grande majorité des systèmes, voilà, et d'enceintes. Voilà, donc ça c'est vraiment, je dirais, la grosse évolution, le nouveau produit, et également on va le proposer dans les couleurs bien connues, le graphite, le noir, et puis le silver, qui est, bon, on l'appelle nous le titane, donc, mais avec une certaine possibilité de customiser le produit, c'est-à-dire choisir, donc, à travers une palette qu'on peut proposer de couleurs. Donc c'est pas de la peinture, hein, c'est de l'anodisation, donc faut faire attention. Ce sont des nuances de couleurs et ce n'est pas de la peinture avec un code RAL bien défini et on peint le produit et puis voilà, on s'approche d'une teinte qu'on va observer et visualiser sur un écran. Donc il faut faire aussi attention à la température de couleur à l'écran, ok,
puisque les écrans informatiques, on a différentes températures de couleur, donc la nuance de vert peut être totalement différente. Donc on peut le proposer, par exemple, comme ça a été présenté à Munich, en orange avec les boutons noirs. Ouais, c'est original, j'ai vu. En bleu, voilà, en bleu. D'ailleurs, je pense que mon produit de démonstration sera en bleu. Voilà. Parce que c'est une autre façon d'aborder le plaisir de posséder un appareil. C'est vrai que ça, c'est une bonne idée parce qu'aujourd'hui, on constate malgré tout que les clients, la notion intégration, décoration d'intérieur rentre aussi beaucoup en ligne de compte dans la décision d'achat. Aujourd'hui, les gens font très attention au niveau du WAF, ce qu'on appelle le WAF. Tout à fait. Ouais. Les produits sont aussi choisis pour leur esthétique. Et c'est vrai pour les amplis aussi. Tout à fait. Et c'est une certaine façon de se distinguer aussi par rapport à la masse. Ouais. Et très souvent, par exemple, les gens me disent ah bah il y a du Sugdem sur la photo, etc. Parce qu'il y a une empreinte, il y a un signe sur les produits Sugdem qui permet de distinguer vraiment un produit Sugdem d'une autre marque. Donc il y a vraiment une empreinte. Alors si en plus on rajoute la couleur, donc ça peut être un truc super sympa. C'est original, ça change. Voilà. C'est clair. Bah, j'ai eu un client d'un revendeur qui a commandé un ensemble vert-pomme. Donc un A21 SE. Ça, je l'avais vu sur le site Sugdem. Ouais. Vert-pomme et puis avec l'ampli casque Shakat en vert-pomme. Ouais. Bon. Après, chacun choisit sa couleur. Je sais que, par exemple, la NV50, pour certains de mes revendeurs, il y en a un, il le veut absolument en orange avec les boutons noirs. Parce qu'il l'a trouvé, parce qu'il a été à Munich, il l'a vu, ah, c'est ça qu'il me faut comme couleur, Philippe. Bon, voilà. Alors, donc ça, c'est la grosse nouveauté. Donc, il va apparaître, je dirais, vers la mi-septembre. Donc on aura l'occasion de faire une présentation, d'en parler, Tout à fait. etc. Et même de faire un déballage en direct par le produit. On pourra faire un Facebook Live, un truc comme ça, Voilà. avec les questions des internautes. Des internautes, voilà. Même C'est en un live. produit qui va donc de toute façon rejoindre la gamme Sugdem qui se trouve ici en magasin, puisqu'on a déjà de la gamme complète Sugdem. Donc ça, c'est un produit qui va venir directement compléter l'anniversaire 50, puisque c'est le nom de sa... Alors, la référence de ce produit, c'est ANV comme anniversary, Voilà. et 50 pour 50 ans. Et ce produit se situe dans la gamme Masterclass. Tout à fait. Voilà. Donc, autour de 4300 €, le prix est pas Non, encore tout à fait... non, 4600, on attend de 4600 €. finaliser, ouais. De D'accord. finaliser parce que c'est vrai, les premiers protos vont être fabriqués, donc le premier proto a été fabriqué donc juste avant Munich, donc c'était au mois d'avril. Pour l'instant, on est en train de voir donc tout l'ensemble des coûts. Donc c'est un produit qui va se situer aux alentours de 4500-4600 €. D'accord, dans Voilà. ces eaux-là. Dans ces eaux. À peu de choses près. Et la À customisation 50% près, ce sera ça. voilà. Et la customisation, ouais, à 3000 € près, voilà, c'est à peu près une fourchette, quoi. Et la customisation en termes de couleur, comptez grosso modo 300 € TTC, donc pour avoir la couleur de son La choix. couleur au choix. Voilà. Et sinon, si on reste sur du graphite ou du titane, c'est le prix catalogue habituel. Voilà, c'est exactement la même chose. Et bah c'est pas mal tout ça. Donc, également en termes d'autres nouveautés futures, donc Sugdem n'a pas, en termes d'habitude, de changer les produits tout le temps. Hein. C'est pas un produit marketing et on change tous les 6 mois, même si rien ne change et qu'on change juste la référence pour dire que le produit est nouveau. La 21 SE qui est sortie en 2005 a été remplacée par la 21 SE signature en 2015. Donc pendant 10 ans, le produit, et il est resté quand même, non pas figé, mais donnez-moi une bonne raison de changer un produit qui marche. Ah bah aucune. Aucune Voilà. raison. Donc quand Sugdem apporte un nouveau produit, une amélioration, c'est qu'elle est cossue. C'est Voilà. qu'elle est cossue. Donc là, on peut quand même s'attendre, et j'en suis persuadé, à une évolution assez importante au niveau de l'université. IRAD, on travaille dans beaucoup de domaines, donc il y a un domaine qui nous manque, parce que la demande est là, c'est les lecteurs CD. Oui. Alors, les lecteurs CD, on a eu un gros souci, c'est que, il faut savoir, c'est que les constructeurs de mécanique, hein, que ce soit CD ou des mécaniques DVD-ROM qui sont utilisés en lecteur de CD, il y en avait pas 36 000, hein, donc certains constructeurs utilisent les mêmes. Et cependant, on était tributaire donc de l'existence et de la pérennité de ces constructeurs, ou du modèle qu'ils fabriquent. Et là, on n'a pas eu de bol, puisque ça fait un an, un petit peu plus d'un an,
Non, ça fait un an. Où effectivement, lors donc d'une nouvelle commande pour les réappros, ce qu'on appelle les réappros, le fournisseur de mécanique a déposé le bilan. Donc ça veut dire que nos 2 lecteurs de CD, ils sont morts. Voilà. Alors on travaille aussi là-dessus. On ne veut pas recommettre les mêmes erreurs, c'est-à-dire d'être tributaire de nouveau avec un nouveau fabricant qui potentiellement peut également disparaître. Peut-être pas. D'ailleurs, tu me fais penser à ça, il y a eu beaucoup de soucis d'ailleurs avec plein de marques sur les mécaniques de CD. Il y a même des gens qui se lancent dans la production, de la fabrication de leur propre mécanique, parce que justement ça devient très compliqué. Les ventes de lecteurs CD au niveau mondial ont quand même tendance à baisser dans les produits grand public, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des grands fabricants de mécanique qui se sont dit les mecs, on va peut-être arrêter d'investir là-dedans, et voire même carrément arrêter la distribution des mécaniques. Oui, parce qu'ils en vendent pas assez, même si c'est énorme, mais ils en vendent pas assez. Pour rentabiliser une production, en tout cas régulièrement. Alors donc pour l'instant, on envisage, puisqu'on est capable de le faire, de concevoir et de fabriquer notre propre mécanique. Après, il faut voir la rentabilité, parce que c'est pas le fait de sortir un lecteur de CD à 20 000 euros qui nous intéresse. Voilà. Il y a ceux qui le font, il y a des gens qui vont dépenser cette somme-là dans un lecteur de CD. Ce qui nous concerne, c'est pas le marché qui nous passionne le plus, même si c'est passionnant de proposer le super produit qui... Bon, mais en tous les cas, par rapport aux gens qui nous demandent encore des lecteurs CD, on n'est pas dans ce segment de prix. Donc il faut voir si on développe notre propre mécanique, si on rentre dans le GALB ou le segment de prix qu'on souhaite. Voilà. Et puis, il y a également d'autres types de produits. Souvent, on me dit, mais Philippe, quand est-ce que vous allez sortir le serveur de réseau ? Ma réponse, ça va être très simple. Non. Ah, pourquoi Philippe ? Non. Simplement parce que les serveurs de réseau nécessitent quand même beaucoup de développement informatique, et que toute société, vous savez, les multinationales sont peut-être capables, et encore elles font aussi pas mal de ce qu'on appelle de l'OEM, c'est-à-dire intégrer des solutions qui sont développées et fabriquées par d'autres. Bien sûr. Beaucoup d'appareils existent sur le marché, que ce soit des marques européennes, françaises, et en réalité c'est l'intégration OEM. Et là, vous êtes tributaire, du fabricant, et ce fabricant est tributaire également avec des droits, donc en termes d'utilisation, Deezer, Qobuz, Spotify, etc., et les mises à jour. Bon. Donc là, on retombe dans le même panneau où on utilise des solutions conçues et fabriquées par d'autres, et si eux également ils disparaissent, votre produit, au revoir. Okay ? Et puis, sincèrement, il y a suffisamment de marques qui conçoivent, fabriquent des produits extraordinaires en termes de serveurs de réseau. Donc même si effectivement le DAC il pourrait être mieux, etc., mais le serveur de réseau, le logiciel et surtout le back-office, c'est-à-dire être sûr comme quoi si un jour on a un problème de bug, il y a les gens qui vous donnent des solutions, les gens qui sont capables d'apporter des solutions de mise à jour, voilà, c'est tout ce qu'on demande d'un serveur de réseau, quitte à utiliser des convertisseurs extérieurs qui sont plus musicaux, plus performants, etc. Voilà. Donc faire un produit pour faire un produit, pour ce qui nous concerne, ça n'a aucun intérêt. Voilà. C'est pas faire du mimétisme et dire voilà, on a un super produit, un serveur de réseau. Je pense que c'est sage comme attitude, parce que c'est vrai que tu as beaucoup de marques qui se sont qui ont un peu choisi un chemin de diversification ultime, en se disant on va faire de tout, on va faire j'en parlais dans une précédente vidéo, tu sais, des marques qui ont démarré par exemple en fabriquant de platine vinyle, puis après ils se sont dit les gars, on va faire des amplis, on va faire des lecteurs CD, on va faire des enceintes, on va faire des câbles. Pour proposer, je peux comprendre, en tant que responsable d'entreprise, je peux comprendre qu'on ait besoin de se diversifier, mais est-ce qu'on peut vraiment être bon partout ? Est-ce qu'on est vraiment spécialisé dans tous les domaines ? Est-ce qu'on peut être au top dans tous les domaines ? C'est compliqué. Autant être au taquet sur son cœur de métier et sur ses spécificités, comme le fait Sogden, que plutôt que de partir dans tous les sens et finalement proposer des produits qui n'ont pas réellement de valeur ajoutée. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas décidé. Oui, tout à fait, parce qu'il vaut mieux optimiser, il vaut mieux, je dirais, continuer à étendre sa compétence et l'asseoir, qui aller papillonner dans d'autres choses qui, de toute manière, ne serviront pas et peut même parfois desservir. Oui, complètement. Donc, voilà, il faut utiliser sa compétence où elle est
et puis terminé, quoi. Voilà, c'est tout. Donc voilà pour l'évolution, les perspectives. On est toujours en mouvance, en réflexion, en développement, mais on ne sort pas non plus n'importe quel produit. Si on sort un nouveau produit, c'est qu'il y a vraiment une véritable raison, une évolution ou une révolution. Donc on s'attend à un gros coup de cœur alors pour la NV50 alors. Ah ben, je pense. Et d'ailleurs, derrière ce coup de cœur, il y aura quoi. D'ailleurs, petite question, l'alimentation à découpage. C'est une typologie d'alimentation qui a eu quand même à un moment donné plutôt... une très mauvaise connotation. Oui, une mauvaise connotation. C'était utilisé dans beaucoup de produits, notamment des produits un peu cheap, etc. Et là, on constate que Sugden va utiliser cette typologie d'alimentation, mais qui n'a rien à voir évidemment avec ce qu'on peut trouver partout. Non, c'est toujours de la classe A. C'est toujours de la classe A. Le but, c'est déjà pour proposer ce mode éco. Okay, on ne peut pas le faire avec, je dirais, un circuit conventionnel qui utilise un transformateur. On peut le faire, mais croyez-moi que ce n'est pas si simple que ça. Donc, et c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le penser. Donc, avoir un transformateur qui réduit la tension donc, du secteur à une tension plus basse. Okay. Ensuite, on va redresser ce courant qui est alternatif pour obtenir du courant continu. Oui. Voilà, terminé. Et puis, voilà, après, on a des condensateurs de filtrage. Voilà. Bon, et on obtient une alimentation plus 25, plus 30, plus 50 volts, plus 12, voilà ce que vous voulez. 0 volts et parfois, en fonction de la topologie du circuit, des tensions symétriques, c'est-à-dire moins 12, moins 15, moins 20, moins 25. Et puis, grosso modo, on a plus 50, moins 50, voilà, par rapport à 0. Bon. Une alimentation à découpage, c'est un peu différent, c'est-à-dire que on va directement redresser la tension secteur, ok, et ensuite on va la hacher, voilà. Et si vous voulez, c'est comme une voiture. Si vous roulez pendant une demi-heure à 100 km/h et pendant une demi-heure je suis à l'arrêt, eh ben la valeur moyenne de votre déplacement c'est bien 50 km/h. Bon, eh ben en tension on fait pareil, voilà. Donc et ça permet également, puisqu'on va utiliser aussi des mini-transformateurs, si vous voulez, pour hacher. Hein. Mais simplement, ces transformateurs, étant donné qu'on travaille à très haute fréquence, donc il y a beaucoup moins de pertes qu'à 50 Hz, donc il y a la fréquence du secteur, donc il y a moins de pertes d'effet de fer, enfin dans l'effet de fer, il y a donc le transformateur est réduit, donc l'encombrement est réduit, voilà, donc l'appareil est moins lourd. Voilà. Au niveau du mode éco, concrètement, comment ça se passe? L'appareil, tu le laisses allumer H24 si tu veux. Ouais. Tant que de toute façon, il n'y a pas de modulation qui rentre, il ne consomme quasiment rien. Ouais, tout à fait. Pour ainsi dire. Tout à fait. Ça veut dire que c'est un appareil qui reste toujours sur tension. Voilà. Contrairement, par exemple, à la 21 SE, la 21 Signature, ou voire même l'IA4, où là, quand on les utilise pas, bon, autant les éteindre. Tu consommes du jus pour rien, ça n'a strictement aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Bon. Sauf que là, si on oublie, paf, il passe en mode éco et terminé. Automatiquement. En fait, c'est un peu comme les voitures qu'on a aujourd'hui, c'est start and stop, là je sais plus comment ça s'appelle. Tu es dans un bouchon pendant une demi-heure, ton moteur s'éteint, et dès que tu redémarres, c'est reparti. Tu ne consommes aucun carburant tant que tu n'utilises pas concrètement ta voiture. Ça, c'est une bonne idée, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait peut-être un peu... Je sais que ça existe déjà sur certains modèles, mais chez Sugden, je pense que c'est le premier modèle qui fait ça. Et à mon avis, c'est une bonne... écologiquement, c'est une bonne... c'est pareil, c'est-à-dire que bon, c'est répondre à l'inquiétude, je dirais, du client, qui s'inquiète parfois, pas à juste raison, mais il y a des fois, on va pas... Est-ce que c'est une inquiétude? Tu prends par exemple un A21 SE, qui est le modèle le plus, quasiment le plus vendu chez Sugden. En consommation effective, on est à combien? Eh ben, c'est très simple, on est à 250 watts. Donc, mais 250 watts quand vous allez l'allumer, voilà. L'écouter. Dès que vous avez fini, vous l'éteignez. Donc là, il consomme 0. Si on pouvait faire une comparaison avec une utilisation d'un appareil domestique, admettons, ce serait comme une grosse ampoule, admettons. Voilà. C'est comme si on laissait la lumière allumée dans son séjour ou dans sa chambre. Oui, ou ceux qui ont encore un éclairage halogène, voilà. ou Donc, simplement... Évidemment, ça consomme un peu, mais c'est pas non plus ce qu'on peut s'imaginer. C'est pas le truc qui va te coûter 200 € de jus mensuel. Surtout qu'en
qu'en plus, là, physiquement, quand on appuie sur l'interrupteur d'un A21SE signature, Ouais. on coupe l'alimentation. Il n'y a plus rien qui est Il n'y alimenté. a absolument plus rien. Ouais. Donc, Ok. il n'y avait même plus de veille. Alors que, bon, avec un appareil d'une autre marque, en classe AB, par exemple, un ampli intégré, bah, souvent, on recommande de les laisser allumer, justement, pour qu'ils gardent quand même un peu de un peu de température. température. Il reste en veille. Et ils restent en veille, Et donc, et ils en consomment. plus ils sont alimentés, ok. Et là, bah, ils consomment quand même. Et pendant toute la durée où ils sont pas utilisés, on consomme pour rien. Et si on l'éteint franchement et qu'on le rallume, et ben ça va être très difficile pendant les toutes premières heures, hein, parce que pour monter en température, il va falloir attendre. Alors moi, il y a un autre truc, une autre question que je voudrais te poser. J'ai la réponse bien entendu, mais pour les amis qui nous regardent, concernant la chauffe des appareils. Parce que les clients ont parfois tendance à s'imaginer que ça chauffe beaucoup. Donc forcément, c'est un petit peu comme, ils ont un peu l'impression que ce serait un petit peu comme un moteur en surchauffe. Les appareils Sogden sont bien prévus pour fonctionner sur ces températures-là. Ça fait quand même 50 ans que ça fonctionne de cette manière-là. Et il n'y a absolument aucun danger. Ça peut tourner pendant des heures et des heures et des heures. C'est prévu pour. Oui, bah, j'ai eu l'exemple de quelqu'un qui m'avait appelé pour me demander conseil. Il avait acheté un A21 SE. Bon. Et il le laissait allumer depuis 5 ans. 24 heures sur 24. Parce qu'on lui avait dit que c'était meilleur chaud. Il n'avait jamais été en 5 ans. Jamais éteint. Donc c'est l'équivalent en année d'utilisation pour un... Je sais pas, ça fait 50 ans d'utilisation pour un utilisateur Ah normal. bah, ça fait quand même pas mal. Donc, T'imagines 24 heures sur 24 pendant 365 jours par an sur 5 ans, il faudrait qu'on fasse le calcul, mais ça fait beaucoup d'heures d'utilisation. c'est énorme. Bon. Et il n'a pas bougé. Ben, il voulait savoir s'il fallait qu'il fasse quelque chose. Bah, j'ai dit, ben non, vous n'avez rien à faire, il fonctionne. Bah oui, bah donc il n'y a rien à faire. Parce que du moment où vous utilisez, c'est comme une voiture, contrairement à ce que beaucoup de clients pensent. Votre corps, vous, il est bien à 37,2. Si la température se rapproche plus de 20 ou de 15 degrés, c'est qu'il y a un gros problème. Bon. Oui, bah c'est que t'es mort. Les composants, oui, c'est qu'il va pas bien, c'est qu'il va pas bien. Mais une Et- voiture se fatigue au démarrage. À Oui, froid. à froid. Exactement. À froid. Une voiture qui roule, qui fait de l'autoroute, ça peut faire des centaines. Tout à fait. Et pourtant, le moteur, il est chaud. L'ampli, c'est pareil. Bah, c'est exactement. Mais du moment où vous utilisez les bons ingrédients, donc des bonnes pièces mécaniques, bien ajustées, des bonnes huiles, si vous utilisez des bons composants électroniques, sincèrement, je vois pas. Et en plus, ce qu'on oublie, une chose très importante, ce qui tue un composant électronique, c'est la variation de température. C'est pas le fait de fonctionner à haute température. Et ça, peu de personnes vous le disent, mais moi je vous le dis, hein, c'est prouvé techniquement, c'est que quand vous avez un composant qui a atteint une certaine température et que cette température est stabilisée, eh ben, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de risque. Par contre, si vous avez un composant, c'est comme votre voiture. Donc en gros, les gens qui n'arrêtent pas d'allumer, d'éteindre, c'est là qu'on fatigue ces appareils. En Bah partie. voilà, tout à fait. Bah écoute, c'est très intéressant. Tout ça, ça va donner du grain à moudre. Oui, pour les vacances, ça va faire les sujets de conversation, et puis, puisque ta chaîne est quand même pas mal écoutée, donc voilà. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, pas mal, beaucoup écoutée. On va passer à la deuxième partie de l'interview. C'est là que ça va devenir très intéressant. Ah bah là, Alors, ça- sauf si tu voyais quelque chose à ajouter sur les produits, quelque chose à dire. Non, parce qu'on on a bien abordé hein, sur l'évolution, la philosophie de Sugdem, et voilà, la grosse nouveauté, les autres nouveautés sur lesquelles on se pose des questions, comme les lecteurs CD, et puis... mais à chaque chose son temps, quoi. Ce qui est quand même rassurant, et nous, en tant que revendeurs, on apprécie ça énormément, c'est la pérennité, la visibilité d'une marque telle que Sogden. Parce que c'est vrai qu'on a effectivement des marques qui nous sont présentées tout le temps. Tu sais bien qu'on est très très courtisé par rapport à ça. Avoir des nouveautés constamment. Et c'est vrai que Sogden, c'est des gens qui sont jamais tombés dans le panneau, entre guillemets, de la course à la fausse innovation bidon, qui sera périmée dans 15 jours, où on change un truc, machin, MK2, MK3, MK12, et machin. Oui, parce qu'il y a des gens, il y a des constructeurs qui ont basé Et ça, leur ça plaît mode beaucoup. de fonctionnement à faire en permanence des évolutions. Évolution 1, version 1, 2, 3, 4, 5, 6. À la fin, on ne sait même plus où on en est. Le client qui a acheté un produit et qui veut le revendre. Ah bah ça, pour pour la évoluer, dé- alors là, on ne sait même plus dans Et quelle puis, version il y a on est. un aspect aussi que je vois au quotidien, c'est la décote des appareils.
Parce que je peux te dire que quand tu achètes un appareil qui change tous les 6 mois, sa décote, elle est catastrophique. Ce qui veut dire que quand tu achètes un produit, si tu le revends 1 an, 2 ans, 3 ans après, ce qui n'est pas non plus très très vieux, la décote est catastrophique puisqu'il y a des fois eu 2, 3 versions entre les deux. Donc ton appareil ne vaut pratiquement plus rien puisqu'il est complètement obsolète. Tout à fait. Ça, c'est important pour les clients de le savoir. Donc maintenant, on va passer à la phase numéro 2 de ce petit entretien fort sympathique. On va parler maintenant, là on a parlé des produits, on a parlé des nouveautés Sogden, tu nous as bien expliqué tout ça. J'ai maintenant 2 questions à te poser concernant notre activité, notre business, puisque c'est bel et bien d'un business dont il s'agit, le business de la hi-fi en général. Je voudrais te poser 2 questions. La première question que je vais te poser, c'est sur l'évolution du marché. Toi qui vadrouilles en France, puisque tu as quand même aujourd'hui, on l'avait évoqué tout à l'heure ensemble, une vingtaine de points de vente dans toutes les régions françaises, Voilà. ça, avec une répartition géographique extrêmement diversifiée. Tu as des revendeurs quasiment partout en France. Après, il y a des petites régions où il n'y a plus grand monde, parce que ça, c'est l'hi-fi française. Il y a des endroits où il n'y a plus grand monde. Oui, puis ça dépend de la densité de la population. Il y a des zones non exactement. couvertes parce qu'il y a voilà. Il y a des zones qui ne sont pas couvertes, mais néanmoins, ça te donne quand même une vision très globale. Qu'est-ce que tu constates sur l'évolution du marché? Là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, nous sommes en juin 2018. Ça fait maintenant des années que tu distribues Sogden, depuis 2002, 2003. Voilà, depuis 2003. Qu'est-ce que tu as constaté sur l'évolution du marché? Qu'est-ce que tu as pu voir qui pourrait intéresser nos amis? Déjà, moi, ce que je constate sur le terrain, c'est qu'il y a actuellement... souvent, les gens me parlent du marché haut de gamme, voilà. Bon. Il se passe un truc assez intéressant aujourd'hui, c'est que il y a des gens qui arrivent à la retraite parce qu'ils ont connu la hi-fi au balbutiement, les années 70, les années 80, avec, il y avait des constructeurs français, mais il y a des constructeurs américains qui sont arrivés. Je ne vais pas citer les marques, mais bon, c'est un petit clin d'œil, mais... les passionnés sauront quelle marque je pense. Et peut-être pendant toute leur vie, ils en ont rêvé. C'est-à-dire un peu comme la petite danseuse et qu'on a envie de s'offrir parce qu'on part à la retraite, on a peut-être touché une prime. Et effectivement, il y a des produits comme ça, par exemple ce que j'appelle le grand bleu avec les aiguilles, où il y a un marché. C'est le grand bleu avec les aiguilles. On n'a rien dit. Et... parce que les gens, ils ont envie de se faire plaisir. Moi, je suis heureux pour eux s'ils se font plaisir. Surtout que, ils l'achètent, ils ne l'écoutent pas. C'est-à-dire que les revendeurs qui m'en parlent me disent, de toute manière, ils ne l'écoutent même pas. Ils l'achètent, ils commandent, et puis ils repartent avec. Voilà, c'est un rêve, donc, qu'ils ont eu, et voilà. Bon, alors, du moment où ils sont heureux, moi, c'est le principal. Alors là, ce que tu veux dire, c'est que tu constates qu'il y a une certaine partie de la clientèle audiophile dans l'évolution du marché actuel qui va finalement se référer à l'historique et à la notoriété d'une marque plutôt que de s'intéresser vraiment à la qualité du son. C'est ce que tu veux dire par là? Tout à fait. Et ça fait, c'est un vieux rêve. Voilà, j'en ai toujours rêvé et voilà. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Ce que j'en pense, c'est que même si effectivement je ne partage pas l'avis de ces gens-là, mais de ce client, cet amoureux de la musique, ou simplement le fait de posséder l'objet. Après, si tu veux, c'est est-ce qu'ils sont heureux? Moi, je leur souhaite. Moi, personnellement, ce n'est pas ma démarche. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour faire du mimétisme ou simplement d'avoir le produit. Est-ce que j'ai le téléphone de la marque Tartampion bien connu et il faut suivre l'évolution 10, 15, 20, etc. pour l'avoir parce que sinon on va mal me considérer. Et croyez-moi, je n'en ai... voilà. Et non, pour moi, c'est pas ma démarche. Mais je comprends très bien cette démarche. Mais cependant... musicalement, je sais pas quoi, je sais pas. On achète, c'est un peu comme les produits marketing, c'est-à-dire qu'il y a une tendance aussi aujourd'hui où on va parce que il y a un matraquage, hein. Donc on nous dit que c'est bien et à force de nous dire comme quoi c'est bien et que c'est le produit qu'il nous faut, on a l'impression, on se rassure soi-même et on arrive à se convaincre soi-même comme quoi il le faut. C'est vrai que des clients comme ça existe. Et à contrario, nous, on le voit au magasin. Tu as aussi des clients
qui ont entre guillemets la possibilité de penser par eux-mêmes, entre guillemets, sans se faire influencer et se faire une idée par eux-mêmes, et ça c'est très important, surtout dans le domaine de l'IFI où il faut être très discriminant, il faut discerner beaucoup, parce qu'on peut vite tomber dans des panneaux très coûteux, hein, je pense que tu seras d'accord avec moi, et on voit quand même arriver des clients, même des clients jeunes, pas forcément très jeunes d'ailleurs, mais des clients de différentes générations qui sont de plus en plus en mesure de, entre guillemets, discriminer le vrai du faux, mettre un petit peu de côté l'aspect marketing et être capable de comprendre le rapport valeur-prix des bons produits, tu vois, avec Internet, sur les forums, etc., avec des discours qui sont très très divers, ils arrivent un petit peu à faire un mélange et à se faire une idée par eux-mêmes. Ça existe aussi de plus en plus. Ça existe, mais c'est vrai qu'après on en parlera. Mais si tu veux, on peut se baser, si tu veux, sur les autres pour penser ou choisir. Bon, là où ça me dérange un peu, c'est que j'ai pas forcément le même goût que mon voisin. Ah oui, bien sûr. Et que la méthode du voisin, elle est peut-être passionnante pour le voisin, mais ce n'est pas ma méthode. Et ce que je choisis, moi, c'est d'abord le résultat et non pas l'impact social que ça pourrait avoir. Donc, à partir de ce moment-là, ma recherche, et c'est pas valable uniquement dans la hi-fi, bien sûr, c'est valable dans l'automobile, dans les montres, dans les fringues, dans tout voilà, ce qu'on c'est qu'est-ce qu'on achète quand on achète voilà, un produit. c'est le plaisir, le résultat, et voilà, c'est pas forcément acheter la même chose que le voisin, où on m'a dit de faire ci, et puis voilà, non. Ça, sincèrement, voilà, il y a plein de domaines qui me disent la même chose. Et souvent, je l'explique comme ça, c'est que il vaut mieux choisir par rapport à sa propre méthode, parce qu'on comprend comment on fonctionne, qu'essayer d'utiliser la méthode des autres, donc par exemple l'effet marketing, où on va prendre un objet parce qu'on m'a dit et tout le monde le dit, et voilà, c'est bien. Et puis tout compte fait, quand je vais écouter, parce qu'on parle de musique, eh ben, je vais me dire, mais qu'est-ce que... je vais éteindre, quoi. Écoute, il n'y a pas longtemps, on a fait une expérience avec un client qui était venu de Lyon pour venir écouter des enceintes. Et il est venu avec un amplificateur d'une marque qu'on ne va pas citer, puisque tu sais très bien que ce n'est pas mon objectif de casser du sucre. Non, puis ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, et puis je respecte les gens, leur travail, etc. C'est pas la question. Et puis ça n'engage que moi. Mais c'est un amplificateur qui avait été... Donc ce monsieur vient avec son ampli, je vais écouter les différentes enceintes que je vais écouter chez vous, je vais les écouter avec mon amplificateur à moi. Je dis, venez avec votre amplificateur. Pas de problème, il vient avec son amplificateur, qui a été récompensé dans toute la presse internationale, mais tu verrais le truc, élu meilleur amplificateur de toute l'histoire de l'humanité. C'était un truc dans le genre, je ne me rappelle plus du titre exactement. Et sincèrement, de l'aveu même du client, avec qui on a fait des essais quasiment toute la journée sur des enceintes, des amplis, etc., il dit, mais c'est pas possible. Il dit, je comprends pas. C'était absolument décorrélé de ce qu'on avait pu entendre dans la presse, dans les forums, etc. Ça veut bien dire aussi qu'il faut faire très très attention par rapport à ça et vraiment se faire une idée par soi-même. C'est ce que je dis toujours aux clients. Et je vais te donner un autre N'écoutez exemple. Personne, écoutez vos oreilles en fait. Je vais te donner un bon exemple. Il y avait un client, c'était pas mon client, mais c'était donc un audiophile qui m'avait appelé suite à un bandit CD que j'avais donné dans une revue pour les grammes et les 5-9, et il m'appelle pour savoir s'il y aurait d'autres bandes d'essai dans d'autres revues, etc. Bon, c'était pas forcément mon intention. Déjà, il y avait eu un banc d'essai. Le journaliste qui l'avait essayé, enfin la paire de grammes, il avait beaucoup aimé. Voilà, bon, ça se voyait dans le texte qu'il avait aimé. Je lui dis non, parce que pour l'instant, voilà, pour moi, ça ne nécessitait pas. Et puis, il m'intriguait ce monsieur, donc j'ai voulu aller un petit peu plus loin. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Ah bah oui, parce que moi j'aime bien me faire ma propre opinion en voyant la revue A dit ça, la revue B dit ça, la revue C. Je fais un mélange comme une petite soupe là, et puis j'en déduis comme quoi c'est très bien. Et généralement, je choisis ma chaîne comme ça, je prends le produit comme ça parce que tout le monde dit comme quoi, hein, je prends ça et parce que tout le monde dit comme quoi c'est ça, et je prends les enceintes Tartampion parce que c'est ça, et je fais l'association. Alors j'ai dit, bah alors vous êtes un homme heureux ? Bah il me dit, bah non, parce que tout compte fait, je trouve que ça marche pas bien. Donc ça veut dire aussi, et on en parlera juste après, je pense qu'on choisit un produit, c'est comme sa vie, j'espère pour tout le monde, sa femme ou je sais pas, son petit copain, sa petite copine. On
on choisit en fonction de nous-mêmes et non pas de ce que l'image veut bien nous donner ou la société ou etc. C'est quand même quelque chose qui nous touche, surtout la musique, quoi. Voilà. Donc une chaîne hi-fi, un équipement, c'est pas la vie de l'autre ou Tartampion, etc. Qu'on dialogue, qu'on discute. Ouais, bien, super. Mais moi, si je choisis un produit, c'est pour moi. C'est pour me faire plaisir. Alors, je peux me tromper, ok, ben, je me trompe. Mais je l'aurais au moins vécu, j'aurais vécu ma propre expérience. Voilà. C'est pour ça que cette tendance du produit marketing, et on le voit, etc., où les gens vont acheter parce que c'est la marque emblématique, où tout le monde en parle, où on est submergé d'informations sur Internet, le smartphone, etc., etc. Et voilà, c'est super produit, machin truc et tout. Et ben voilà, les gens l'achètent, ils l'écoutent pas, ils l'emmènent chez eux, et voilà. Et on va dire, ah bah oui, mais j'ai le produit, tout le monde en parle. Ah bah alors là, ça rassure, génial. C'est vrai que nous, en tant que professionnels, on a l'habitude, entre guillemets, de tester des produits à longueur d'année. On reçoit des produits quasiment quotidiennement, dont on a parlé un peu partout, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a souvent des très grosses différences, malheureusement, pas toujours, mais très souvent, entre la réalité de l'écoute, c'est-à-dire la qualité sonore des produits que nous, en tant que professionnels, on peut qualifier plus facilement que quelqu'un qui ne peut pas le faire. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce que tu veux? On écoute du matos à longueur de journée. Un client, entre guillemets, normal, va aller dans un auditorium une fois ou deux pour tester et choisir son produit, mais après c'est terminé. Il n'a pas, entre guillemets, les référentiels que nous, on a la chance d'accumuler au fur et à mesure des semaines, des mois et des années. L'expérience que vous avez, voilà. Donc nous, on va pas avoir besoin, entre guillemets, de 3 jours pour tester la qualité d'un amplificateur, puisqu'on a déjà des références dans la tête très précises, on passe notre vie, c'est notre métier. Mais c'est vrai que pour le client, c'est franchement pas facile. C'est franchement pas facile parce que on a tendance à croire quand même ce qui est écrit. On a tendance à croire alors évidemment, faut pas jeter avec le bébé avec l'eau du bain, tout généraliser, etc. Non. Il y a quand même des gens qui font des tests très très sérieux sur des produits qui sont très crédibles, etc. Mais c'est vrai que côté client, c'est pas facile de se repérer par rapport à tout ça. Non, mais c'est vrai que ça se comprend de suivre des recommandations, le 50-50, hein, comme on peut voir à travers. Je comprends très bien, mais on a besoin aussi de vivre sa propre expérience. Et c'est vrai que pour vivre sa propre expérience, il faut aller sur le terrain. Donc, par exemple, dans un magasin, un auditorium, et apprendre. Et apprendre, parce que beaucoup de gens, c'est un peu comme des dégustations de vin. Beaucoup de gens ont une image négative. Je ne suis pas capable. Bien sûr. Je vais ne pas faire la différence. Alors, effectivement, rien qu'en disant ça, c'est sûr qu'ils vont obtenir le résultat. Parce que déjà, ils mettent l'idée dans la tête en disant comme quoi ils ne sont pas capables et ils ne feront pas la différence. Alors, effectivement, mais si on leur montre la différence, et c'est votre rôle, bien on sûr, parlera de ça, et voilà, les gens sont capables. Si j'ai pas entendu ça au moins 10 000 fois, j'ai pas l'oreille, j'entendrai pas la différence, on fait un test, tu vois. Et tout le monde l'entend. J'ai des expériences comme ça avec, par exemple, bon nombre de femmes n'ont pas forcément cette approche vers le produit, c'est-à-dire fait de posséder le produit, le gros produit, le moins gros produit, enfin, etc. Mais j'ai constaté, elles ont très souvent de l'oreille. Et elles vont directement, mesdames, elles vont directement vers le résultat. Ah, ça me gêne, ça marche. Et c'est souvent, je me suis fait plaisir parce qu'elles étaient capables, alors que même elles étaient, ça va être difficile, je ne sais pas, mais elles n'avaient pas cet ego qui leur faisait peur, parce qu'elles n'avaient aucune appréhension sur le matériel. Filtre, en fait. Elles s'affranchissaient complètement de l'aspect matériel, c'était basé uniquement sur le résultat. Ouais. Et tout compte fait, tu t'aperçois que, elles vont distinguer la différence entre un produit A et un produit B, et que si vraiment le produit B il marche mieux, et même s'il est plus cher, elles vont le prendre. Et c'est vrai que ça fait plaisir parce que tu prouves à toi-même comme quoi ton boulot, le fait de ton travail, le fait de plaisir de partager et de donner de l'information, de la compétence, le plaisir d'écouter la musique, tu vois que les gens peuvent suivre. Et sont capables d'écouter bien plus qu'on pourrait le penser. Ah, bien sûr, moi ça j'en suis persuadé. C'est comme les télévisions. La
99% des gens sont capables de faire la différence quand ils vont acheter une télévision en grande surface entre deux qualités d'image. Ça se voit instantanément. Et les gens voient très bien qu'il y a une image qui est plus nette, qui est plus contrastée qu'une autre. Ça se voit tout de suite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut des fois dépenser beaucoup d'argent dans une télévision, parce qu'elle a justement une qualité d'image qui est de bien meilleure qualité. Et en hi-fi, c'est exactement pareil. Il y a différentes hiérarchies de qualité sonore. Il faut simplement donner la possibilité aux gens déjà de pouvoir écouter. Tout à fait. Ne permet pas Internet, mais on en parlera après. Tout à fait. Et d'avoir une démarche de curiosité. Voilà. Et puis, je voudrais expliquer aussi, pour revenir sur ce marché, alors il y a quelque chose d'intéressant aussi à analyser à travers tout ce que je viens de décrire, c'est il y a encore une population, donc des clients, qui aiment la musique, qui sont des mélomanes, qui vont avoir le désir d'écouter beaucoup de musique et qui n'ont pas forcément que 4 CD qui sont toujours les mêmes et qui parfois sont des disques tests, et qui ont cette curiosité et l'amour de la musique, et qui ont parfois sont allés sur d'autres types de produits, type marketing, ou le produit tout en un, qui fait tout, mais pas forcément bien, qui était moins cher, mais s'il est moins cher, c'est aussi parce que, voilà, il y a aussi des raisons économiques, et qui font comme quoi c'est un ensemble de compromis, où le truc, il fait plein de trucs, mais pas forcément très bien. Bah oui. Et on les revoit revenir sur des solutions avec des appareils dédiés, c'est-à-dire au lieu d'avoir un tout en un, etc., qui... Ok, ouais, génial, mais si vous voulez changer juste un élément, vous ne pouvez pas, parce que tout est en un. Donc, soit vous changez tout, soit vous changez rien. Et les gens reviennent sur des solutions, je dirais, raisonnables, où on va attribuer une fonction dédiée pour chaque appareil. C'est pas le fait d'avoir un rack avec plein d'appareils dedans, mais c'est simplement d'avoir des fonctions dédiées. C'est par exemple, c'est typiquement ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un marché du DAC qui est très important. Alors, quand je dis très important, attendez, il ne faut pas non plus me parler en milliards de pièces, mais parce qu'on va prendre un serveur de réseau qui va être spécifique, et puis de qualité, voilà, et puis on va adjoindre un DAC de meilleure qualité, etc., etc., et puis peut-être que l'intégré qui faisait tout avec l'entrée LAN pour un serveur de réseau, avec une entrée DAC intégrée qui était pas forcément, mais qui était là, bon. Et tout compte fait, on va peut-être garder l'intégré, mais le DAC, on va l'utiliser avec un autre produit à l'extérieur, etc., etc. C'est vrai que l'aspect évolutivité va concerner une grande partie de la clientèle, mais c'est vrai que le côté tout en un a aussi eu pas mal d'avantages. C'est celui de faire rentrer dans le monde de la hi-fi de bonne qualité beaucoup de gens. Mais je tiens pas de statistiques exactes par rapport à ça, mais c'est vrai que la grande majorité des clients du magasin, même qui démarrent avec une petite chaîne ou un tout petit système pour démarrer, nous-mêmes on a eu des tout petits systèmes quand on a démarré. Et on se rend compte qu'à un moment donné, au bout d'1 an, 2 ans, ils se disent tiens, j'ai envie de monter en gamme, je suis content de ce que j'ai, mais j'ai envie d'aller plus loin dans mon système, et on grimpe. Et c'est vrai qu'on arrive avec des clients aujourd'hui qui nous ont connus il y a 10-12 ans et qui ont aujourd'hui des très gros systèmes, constitués au fil des années, tu sais, un peu comme une espèce de bibliothèque qui se remplit au fur et à mesure, et on arrive à des choses extraordinaires. Alors en démarrant petit finalement. Oui, avec une solution tout en un qui a le mérite d'exister et qui permet de répondre. Oui. Et c'est pour ça que je te dis, ça aussi c'est un constat, c'est qu'effectivement il y en a beaucoup qui, soit d'une façon, qui étaient déjà passionnés, possesseurs d'équipements hi-fi et qui sont allés vers le tout en un et qui en reviennent. Et puis en même temps, il y a les nouveaux qui arrivent, qui passent par là, qui est, je dirais, un bon pont, c'est ça, un bon lien pour démarrer. Tout à fait. Effectivement, c'est pas compliqué, il y a tout dedans, etc. Et puis après, il y a une recherche de la qualité qui peut être simplement, on va y adjoindre un nouveau DAC, ou on leur fait écouter un autre ampli, etc. Et puis voilà, etc. Bon, effectivement, il faut démarrer par quelque chose. C'est vrai que c'est un bon moyen. Mais je constate aujourd'hui où on revient un petit peu en arrière. Voilà. Donc, je pense arrière, ça ne veut pas dire qu'on revient il y a 50 ans. Non, bien sûr, mais un retour vers la qualité. Ça, c'est vers la qualité et surtout avec des fonctions, je dirais, dédiées. Voilà. Donc, c'est vrai que moi,
on a toujours été des défenseurs des éléments séparés, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des systèmes et des restitutions sonores de qualité, c'est avec ces méthodes-là qu'on obtient les meilleurs résultats. Tu prends par exemple un amplificateur intégré ou des blocs mono avec un amplificateur. Alors c'est vrai que ça fait de la place, ça fait des couches supplémentaires, ça fait beaucoup de câbles, ça fait beaucoup de machins. Mais c'est vrai que pour celui qui cherche à aller au-delà d'une certaine limite, c'est vers ces solutions-là qu'il faut aller. Et d'ailleurs, les plus grosses installations aujourd'hui qu'on a avec les clients du magasin, c'est sur ce type d'installation. Oui, tout à fait. Mais bon, ça a ses contraintes aussi. Ça a ses contraintes. On peut pas dire le contraire. Et c'est vrai que essayer de faire gober aux clients aujourd'hui dans le monde de l'hi-fi, qu'avec un appareil qui fait la taille d'une boîte d'allumettes, on va pouvoir concurrencer en musicalité avec des systèmes complets et séparés. Bon, à un moment donné, il faut arrêter. Ça aussi, c'est l'effet marketing, c'est-à-dire qu'il y a un constat où on va essayer de faire par un petit truc. La même chose qu'une enceinte, par exemple, classique ou un ampli classique, et surtout avec un prix beaucoup plus bas. Oui, c'est comme au restaurant. On peut tous aller manger un hamburger, ok. Donc le hamburger, la possibilité, c'est que on n'a pas le dessert, hein, mais en tous les cas, on a l'entrée, il y a de la salade, on a la viande et on a un peu de légumes, ok. Et tout en un, ok. Génial. Cependant, et c'est pas cher. Bon, de là à me dire comme quoi c'est bon, tous les jours, je sais pas. Voilà. Donc le fait aussi de dépenser un petit peu plus dans un très bon restaurant, souvent est justifié. Et que manger un petit truc comme ça ou posséder une petite enceinte comme ça, ouais, mais musicalement, c'est pas pour moi satisfaisant. Ça rassure peut-être tous les gens parce qu'ils vont avoir la marque connue, etc. Et que y en a même des petites enceintes qui parlent tout ça. Vous dites bonjour maman et puis vous allez trouver le site. Alors, on a été là, on va passer peut-être à l'autre question. Alors, la question piège du jour qui concerne la vente directe, cher Philippe. Transparence maximale demandée. 1, 2, 1, 2. Donc, la question qui fâche aujourd'hui, c'est la vente directe. Tu sais bien qu'aujourd'hui, on peut tout à fait... c'est un phénomène qui est un petit peu en pleine expansion. Je rappelle à nos amis qu'aujourd'hui, dans la filière de l'hi-fi, on a donc les fabricants, les importateurs, les revendeurs qui ensuite proposent les produits aux clients. Évidemment, l'objectif du consommateur, c'est toujours, parfois à juste titre et parfois de manière un petit peu abusive, chercher un tarif intéressant. Mais ça peut aussi l'amener à chercher des solutions qui n'en sont pas, du style faire de la vente directe, c'est-à-dire essayer de chanter le plus d'intermédiaires possible pour essayer de payer moins cher. Mais peut-être au détriment d'un service. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses, toi? La vente directe, déjà, certains constructeurs ou importateurs le font déjà. Donc ça veut dire déjà ce n'est pas le même métier, dans le sens où représenter une marque, fabriquer la marque et la vendre directement, c'est pas le même boulot. Bon, ça c'est le point numéro 1. Très souvent, c'est signe comme quoi, parce que le client pense que le fait de l'acheter directement, il va surtout l'acheter beaucoup moins cher. Parce que on va enlever ce qu'on appelle un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est le revendeur, c'est l'auditorium, etc. Bon. Déjà, je pense que c'est une très mauvaise image qu'on donne déjà à la marque. Et une très mauvaise image qu'on donne aux représentants, c'est-à-dire à l'auditorium, au magasin. Quand vous allez chez un caviste, vous êtes quand même bien content d'avoir un conseil, de pouvoir déguster, parce que aller chez le vigneron qui fabrique et qui fait lui-même son vin, il n'est pas forcément disponible et c'est pas forcé qu'il vous accepte. Et que l'intermédiaire, c'est bien le caviste qui va vous conseiller, et en même temps, le facteur humain de voir un conseiller qui est humain, et on achète toujours à un humain, le fait d'avoir ce conseil, une offre, parce que le but, c'est pas d'acheter, comme je donnais l'exemple, le produit A qui a été encensé, B encensé, et C, et on mélange tout ça, et ça fait la super chaîne. Non. C'est quand même le professionnel qui va, parce que le professionnel va prendre peut-être la marque X pour la source, la marque Z pour l'ampli et la marque XX pour les enceintes.
Alors que l'importateur, même s'il a plusieurs marques et tout, mais c'est pas... Je le vois bien, il y a beaucoup d'importateurs qui ont des marques différentes, mais il n'y en a aucune qui est compatible entre elles. C'est-à-dire la marque A pour les enceintes, C pour les amplis, et en réalité A plus C, ça ne marche pas. Alors que le professionnel, lui, va faire son choix, enfin celui qui fait son choix, il va faire des associations et le client aura la possibilité d'écouter, de pouvoir être conseillé, de pouvoir être livré, de pouvoir revenir en cas de doute ou de problème. Parce que le magasin, il sera toujours là. Il n'aura pas bougé. Le responsable, qui est un humain, qui est sympathique, il est joignable au téléphone. Donc c'est vraiment un autre métier. Et dire moi faire de la vente directe, non, ce n'est pas mon métier. Et si le but c'est de vendre à moitié prix, c'est même pas la peine de m'appeler. Non. Parce que, j'ai foi dans l'être humain, j'ai besoin de la compétence du réseau, parce que c'est un moyen de proximité, d'être proche des gens, du client, de la région, parce que le Lillois, par exemple, n'est pas le même que le Marseillais, que le Toulousain, que le Bordelais. La région est différente. Et c'est vrai que les gens se comprennent mieux quand ils sont de la même région. Ça aussi, ça y fait. Et puis également, il y a, c'est ton cas, d'aller à Paris ou aller ailleurs, à s'installer, parce que la personne, tu lui as donné les bons conseils, elle a confiance en toi et elle t'a commandé à toi une solution globale. Et cette personne l'a écouté, ça a été validé avec toi, avec ton offre. Lui, il a pu faire un essai avec cet ensemble, il a choisi ça. Voilà. Alors que vente directe ou Internet, non. Je prends un camion, je mets tout là-dedans, mais c'est pas le même métier et c'est pas mon objectif. Voilà. Parce que je ne peux pas être partout à la fois et surtout faire tout. Excusez-moi du peu, je peux faire tout, mais pas forcément très bien. Je peux faire moins, mais mieux. Parce que mon rôle, c'est l'intermédiaire en tant que marque, en termes de support, en termes de réponse quand peut y avoir, parce qu'on n'est pas à l'abri, il peut y avoir un problème technique. Et je sers d'intermédiaire. Mais mon but à moi, c'est pas faire des démonstrations, à part dans les salons, mais c'est pas faire une démonstration ou un conseil sur des produits que je ne représente pas. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et puis, certains, c'est amusant, certains acteurs du net, que je ne vais pas citer, eux-mêmes, ils ouvrent des magasins. Donc, ça veut dire comme quoi la présence terrain, la présence locale est importante. La vente directe, excusez-moi du peu, aujourd'hui, la seule chose de certains qui sont lancés c'est dire, voilà, je baisse le prix de 50, de 30%, et puis je vends en direct. Bon courage, mais c'est pas ma philosophie, et je ne suis pas prêt de le faire. Voilà, j'ai foi dans le réseau. Bien entendu, il y aura des magasins avec qui je vais jamais travailler, parce qu'il n'y aura pas d'adéquation, je dirais, psychologique ou d'entente avec ce magasin-là. Voilà. Mais quand je travaille avec un magasin, c'est une collaboration, c'est une confiance et c'est un travail de longue haleine. C'est pas le one shot et puis demain on se voit plus. Voilà. Alors la vente directe, c'est tentant, je comprends, c'est tentant pour certains, mais non, voilà. Et je ne veux pas rentrer dans le process où, on pète les prix parce qu'on vend directement, donc on enlève la partie qui revient à votre boulot, et c'est normal parce que vous passez du temps, les frais du magasin, les conseils, tous les appels, les démonstrations, il faut bien être rémunéré. Je pense que tous ceux qui vont écouter ce message-là, eux-mêmes, ils ne voudraient pas être squeezés par quelqu'un d'autre qui propose le même boulot qu'eux à moitié prix, quoi. Tout à fait. Donc il faut la valeur ajoutée se rémunère. Je suis désolé. Donc il y a une valeur ajoutée et un prix est justifié quand l'ensemble des intervenants, le constructeur, joue leur rôle. Voilà, c'est tout. Ici, c'est le cas. Voilà.
Donc à partir de ce moment-là, je ne vois pas l'intérêt, moi, en tous les cas, de vendre en direct. Eh ben écoute Philippe, je te remercie beaucoup pour ta franchise. C'était un vrai plaisir et c'est vrai que c'est un bon moyen d'informer, je dirais, les clients, parce que c'est vrai qu'on parfois on n'est pas conscient de l'impact économique de notre chaîne de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on a tous on a tous un rôle de consommateur. Moi, c'est vrai que je suis un consommateur comme tout le monde. J'achète des produits, j'achète des choses dans tous les domaines. Et c'est vrai qu'on a tous une responsabilité, ne serait-ce qu'au niveau par exemple du chômage. Aujourd'hui, on a 4 millions de chômeurs en France. On a des emplois industriels qui s'effondrent, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la plupart des produits manufacturés sont fabriqués en Asie. Ça s'arrête là. Si on achetait des chaussettes, si tout le monde portait des chaussettes 100% françaises, tu aurais des usines de chaussettes en France. Si tout le monde portait des slips français, d'ailleurs, il y a une marque qui s'appelle le Slip Français, ils fabriquent leurs slips en France. Alors évidemment, c'est des slips à 23 €. Donc là aussi, on peut se poser la question de savoir si un slip à 23 €, c'est compétitif. Donc on peut, si tu veux, faire des débats, etc. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est un cercle un peu vicieux parce que celui qui n'a pas de pouvoir d'achat, on va prendre le français moyen qui paye ses factures, etc., qui a un petit peu du mal à s'en sortir. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas se permettre d'acheter des produits. Lui, notre discours sur la rémunération de la chaîne de valeur, il veut bien l'entendre, mais il ne peut pas se l'offrir. Parce qu'à un moment donné, lui, une fois qu'à la fin du mois, le 28 ou le 25 du mois, quand il n'y a plus d'argent sur le compte, il est bien obligé de faire des compromis sur la qualité des produits. Donc ce discours, il peut l'entendre, mais je ne pense pas qu'il puisse l'appliquer. C'est vrai que le chômage aujourd'hui, sur les emplois industriels, c'est parce que tout simplement, c'est made in China partout. Tu vas, par exemple, dans les grandes surfaces, tu regardes n'importe quoi, un set de table, un barbecue, tout ce que tu peux acheter, c'est fabriqué quasiment tout le temps en Asie. Donc c'est des emplois industriels qui foutent le camp. Et de ce fait-là, on n'en sort pas. Donc c'est vrai que c'est aussi une conscience, entre guillemets, citoyenne dans l'acte d'achat. En fait, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a très longtemps, il y avait une publicité, c'était nos emplois sur nos emplettes, ou nos emplettes sur nos emplois. Tu te rappelles de ça? Tout à fait. Ça veut dire ce que ça veut dire. À chaque fois que tu achètes un produit chinois, tu donnes un petit peu de munitions à l'ennemi et quelque part, alors je ne dis pas qu'il faut pas faire du protectionnisme, on n'en est pas là. Mais quand on peut faire travailler les gens de la région, quand on peut faire travailler des produits français, s'ils sont compétitifs, il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est important. Ça fait partie de la valeur ajoutée. On parlait de nourriture. Je vais te donner un exemple. Je ne vais pas parler du voisin parce que ça n'a aucun intérêt. Je vais parler de moi. Je mange moins souvent, par exemple, de la viande rouge. Je vais manger des légumes bio, par exemple. Mais je mange plus rarement de la viande rouge. Pourquoi? Parce que si c'est pour en manger, bon, déjà, c'est pas bon. Mais imaginons que j'en mange tous les 2 jours. Et que je l'achète dans une grande surface, oui, on va me dire, ouais, mais Philippe, t'es gentil, c'est moins cher. Ouais, mais c'est pas tellement bon non plus, hein. Ça n'a pas de goût, ça n'a aucune saveur. Alors, c'est vrai, on se dit, ouais, je mange de la viande rouge. Ouais, d'accord, ok, mais c'est pas terrible. Donc, il vaut mieux peut-être dépenser moins souvent, mais dépenser bon. Et c'est vrai que la haute fidélité, c'est pareil. Il vaut mieux dépenser bon une fois, au lieu de dépenser. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrêtent pas de changer de produits, etc., et qui n'arrêtent pas de. Mais pour rien, ils dépensent beaucoup plus pour un résultat qui n'est pas terrible. Tu vois. Et par contre, quand je dis dépenser bien, ça concerne aussi le fait de passer par un professionnel. Parce que acheter le petit produit sur Internet ou l'acheter en direct à l'importateur, etc., ok, on va acheter un prix. On n'achète pas un résultat. Tout à fait. Et pour moi, on s'adresse quand même à des passionnés. Il faut leur dire aussi à ces passionnés, de temps en temps, peut-être des choses qui fâchent, mais leur dire aussi la vérité, quoi. Alors, oui, je suis d'accord. Donc, c'est pour ça, la vente directe, non. Pour des produits comme nous, je dirais que c'est pas tellement adapté. C'est pas tellement adapté et on aurait plus à c'est perdre. Comme sur Internet, il y a des produits, il y a des produits. Même au niveau côté client, le client aurait plus au bout du bout, plus à perdre et gagner. Pour le service après-vente, pour le conseil, il paierait peut-être un peu moins cher, c'est même sûr, mais globalement, il serait moins conseillé, donc il y aurait une certitude de satisfaction beaucoup plus basse. Et puis en cas de service après-vente, ce serait une catastrophe. Eh ben dis donc Philippe, ça passe le temps, ça fait 1h04 qu'on discute. Ça fait 1 heure, voilà.
J'espère, les amis, que ce nouveau format vous aura plu. C'était un format ici un peu podcast. Ouais, voilà pour. Puisqu'on a eu, pour tout vous dire, quelques petites misères avec nos appareils vidéo. Ça fait environ 253 fois qu'on recommence cette interview. Mais bon, c'est sympa. C'est un peu comme à la radio, ça change. Ça fait un petit. Alors, on a un peu dépassé sur des différentes choses, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous aura intéressé. On vous dit très bientôt. Philippe, merci à toi. Ouais, merci Nicolas, et merci à vous et bonnes vacances. Et je vous dis à très très bientôt. Salut Philippe. Bye Nicolas.